bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la région centre en vigilance orange. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur nos départements depuis ce matin en nécessitant en Indre-et-Loire 200 interventions des sapeurs-pompiers. Nous irons à Chinon-Richelieu, secteur le plus touché. La polémique enfle autour de l'épreuve orale du bac français. Le syndicat Sud d'Indre-et-Loire affirme que les professeurs auraient été invités à gonfler les notes pour améliorer les scores de l'Académie d'Orléans-Tours. Entre notation officielle et officieuse, y a-t-il oui ou non un double barème pour nos lycéens? Et puis ce sera donc un réseau de cités de la gastronomie, Dijon, Tours, Paris, Rungis, Lyon. À Paris ce matin, au ministère de l'Agriculture, Aurélie Filippetti officialisait la nouvelle, accompagnée du sénateur maire de Tours, Jean Germain. Bonsoir à tous. Vigilance orange en région centre. Selon Météo France, des pluies diluviennes devraient tomber jusqu'en début de nuit. Depuis ce matin, les forces sans relâche des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire. 200 interventions dans le département. À Zell-Rideau, l'île Bouchard, Château-Lavalière, une cinquantaine de routes départementales a été touchée. Une dizaine coupées par des inondations ou des coulées de boue. On se rend ce soir dans le secteur le plus impacté aujourd'hui, Chinon-Richelieu, à Nice-Michaud. Un pied de vigne qui ne touche plus terre. Quelques mètres plus bas, c'est l'inondation. Ça a monté ici en arrivant du coteau là, qui dévalait. Et puis c'est monté très rapidement en repassant par les égouts quoi, qui ne se fournissaient plus et qui ont refoulé dans le chai. Les pompiers ont au total 50 000 litres d'eau à évacuer, mais le travail ne s'arrête pas là. Il faut tout nettoyer, il faut nettoyer totalement le bâtiment qui est couvert de boue partout. Et puis on est en train d'endiguer avec une tractopelle pour éviter que l'eau qui s'écoule encore du coteau ne revienne. Au final, pas de blessés, pas de perte de marchandises non plus. L'inondation est plus impressionnante que traumatisante. À Cravant-les-Coteaux, en revanche, c'est chez un particulier que la pluie a fait des ravages. Le toit et les murs de la maison de Daniel Perrault se sont transformés en véritables passoires. Ça s'est infiltré absolument partout. En l'espace de 3 minutes, c'était inondé partout. La salle, salle à manger, salon, cuisine, partout en bas. Derrière le sourire de la Cravantaise, on devine un grand désarroi. Dramatique. Dramatique, tout est mouillé, tout est inondé, voilà. Quelques maisons plus loin, c'est le coteau qui s'effondre peu à peu dans le jardin. À peine le temps de refermer la baie vitrée pour se mettre à l'abri qu'un nouvel éboulement se produit. Au total, une cinquantaine de pompiers sont mobilisés et largement sollicités par la population. Des Chinonnais qui redoutent déjà un nouvel orage, celui qui pourrait être définitivement de trop. Et le Loir-et-Cher placé lui aussi en vigilance orange pour les secteurs de Blois-Vendôme et Celles-sur-Cher. La polémique enfle autour de l'épreuve orale du bac français. Le syndicat Sud d'Indre-et-Loire affirme que les professeurs auraient été invités à gonfler les notes pour améliorer les scores de l'Académie d'Orléans-Tours. Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur, démentait aujourd'hui toute consigne de surévaluation, mais reconnaît qu'une certaine bienveillance aurait été demandée aux examinateurs. Alors, y a-t-il oui ou non un double barème pour noter nos lycéens? C'est un reportage d'Angélique Moreau. C'est le document de la discorde. Un tableau d'évaluation de l'oral de français distribué en juin dernier aux correcteurs de l'Académie. Chaque compétence à évaluer est associée à un barème. Un barème qui, si l'on fait la somme des points, atteint 24. Le syndicat Sud dénonce une surévaluation guidée par les mauvais résultats de l'Académie l'an passé. On nous demande d'évaluer les oraux de français sur une grille qui nous mène à un résultat de 24 sur 20. Il y a un problème politique puisque déjà les élèves de notre académie ne seront pas notés de la même façon que sur l'ensemble du territoire. Le rectorat se défend. Ces points ne sont pas un barème à proprement parler, mais des indications de notation, des seuils à ne pas dépasser. Chaque épreuve est bien notée sur 10. L'état d'esprit de l'évaluateur, c'est de se dire « je dispose de 10 points au maximum à attribuer aux candidats sur cette partie, je dois prendre en compte 3 compétences. Pour être juste et équitable, il faut que je veille à ce que chacune de ces compétences ne dépasse pas cela. » Mais quand on dit ça ne doit pas dépasser 6, ça ne doit pas dépasser 2, ça ne doit pas dépasser 4, ça ne veut évidemment pas dire qu'on peut faire 2 plus 4 plus 6. Dans quelques jours, les élèves de première passeront l'oral de français. À la sortie des épreuves écrites ce matin, leurs avis sont partagés. Tant que j'ai mon bac, après que ça soit surnoté ou pas, je m'en fous. Plutôt que d'essayer de monter les notes, après le contrôle, autant essayer de nous faire partir avec de meilleures bases pour qu'on ait de meilleures notes pendant le contrôle. Ça fausse carrément le niveau, je pense, de la région.
La région a le niveau qu'elle a et puis c'est tout. Syndicats et rectorat campent tous deux sur leur position. Reste à savoir comment les enseignants utiliseront ce document lors des épreuves orales qui débutent le 26 juin. Ce sera donc un réseau de cités de la gastronomie, Tours, Dijon, Paris, Rungis, mais aussi la ville de Lyon, dont la candidature avait été écartée dans un premier temps. À Paris, ce matin, au ministère de l'Agriculture, Aurélie Filippetti officialisait la nouvelle. La ministre de la Culture était accompagnée notamment du sénateur maire de Tours, Jean Germain. Tours qui sera, elle, un pôle moteur dans le domaine des sciences humaines et sociales. Reportage Brian Bock. C'est en grande pompe, en présence des ministres Stéphane Le Foll et Aurélie Filippetti, qu'a été lancé le réseau des cités de la gastronomie. Il y aura donc bien 4 villes sélectionnées, Paris, Rungis, Dijon, Lyon et Tours. Ce réseau a pour vocation de promouvoir le label de la gastronomie française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Notre repas gastronomique, c'est une pratique culturelle pour les Français et d'ailleurs c'est aussi une spécificité mondiale. On est les seuls qui avons conservé ce temps particulier pour ce repas. C'est quelque chose qui est très important, surtout à un moment, une époque où tout va vite, trop vite et notamment en ce qui concerne la nourriture. Pour l'heure, l'agglomération, la ville et l'université François Rabelais financeront à hauteur de 350 000 € un jardin pédagogique sur l'île Simon et l'organisation de conférences dès 2014. Mais le projet des Tours est beaucoup plus ambitieux, estimé à plus de 30 millions d'euros, un grand bâtiment cité de la gastronomie et une passerelle devrait voir le jour. Il faut être dans la ligne des choses. Je pense que quand il y a des villes comme Paris et Lyon, faire partie d'un réseau où Paris et Lyon, alors qu'on est la ville de Tours, c'est qu'on a reconnu notre implication dans le travail et que donc on n'était pas écartable. L'État devrait participer au financement de la Cité internationale de la gastronomie qui devrait être sortie de terre d'ici l'été 2017. Et l'actualité aujourd'hui à Tours, c'est aussi ce non à l'austérité. Environ une cinquantaine de personnes s'est rassemblée devant la mairie, place Jean Jaurès, à l'appel des syndicats CGT et FSU. Et ils dénoncent le gel des salaires des fonctionnaires en 2014, confirmé hier par la ministre de la fonction publique, Maryse Lebranchu. Objectif du gouvernement, réduction du déficit public. Mais pour les syndicats, c'est bien sûr l'inquiétude et la déception. On écoute Vincent Martinez au micro, Mickaël Briffaut. Dans la fonction publique, on a eu l'annonce dernièrement, hier, de Marie-Lise Lebranchu, du gel du point d'indice de la fonction publique pour 2014, une nouvelle fois. C'est-à-dire que, une nouvelle fois, alors qu'il y a des suppressions, je crois autour de 15 000 suppressions d'emplois cette année dans la fonction publique, on a encore le gel du point d'indice des salariés qui aggrave encore leur pouvoir d'achat. Chez Michelin, les salariés ne baissent pas les bras. La CGT appelle à des arrêts de travail et à une manifestation après l'annonce des 730 suppressions de postes à l'usine de Joué-les-Tours. Un dossier dont s'emparent aussi les élus. Demain, Marie-France Beaufils, la sénatrice maire PCF de Saint-Pierre-des-Corps, posera une question d'actualité sur l'avenir du site de Joué-les-Tours. C'est officiel, le coup d'envoi des soldes cet été sera donc donné le 26 juin durant 6 semaines. Une opération commerciale déterminante pour les commerçants tourangeaux qui ont vu leurs ventes fléchir ces derniers mois. Le business des entreprises de couverture n'aura jamais été aussi florissant qu'en ce moment. Conséquence des orages de grêle qui se sont abattus sur la Touraine lundi matin. Les toitures endommagées parfois de façon spectaculaire. Depuis, ils croulent sous les demandes d'intervention. Florent Carrière. Vouvray, à côté des vignes endommagées, des maisons aux toitures éventrées. Dans cette commune, les toits des habitations se sont couverts de bâches, au point qu'à certains endroits, ce sont les maisons épargnées qui en deviennent l'exception. Sur les toits, les couvreurs s'activent, comme ici dans le centre de Tours. Déjà une cinquantaine d'ardoises changées sur cette maison, des ardoises qui portent les stigmates de l'orage de grêle. L'essentiel du travail de ces couvreurs. Pour l'instant, que des opérations de sommaire. Vitrage de Velux, vitrage de châssis fonte et aussi bâchage de couverture parce que les couvertures ont été complètement détruites par la grêle. Parées à l'urgence, les entreprises de couverture d'habitation sont débordées depuis lundi. C'est le cas de cette entreprise de Ballon-Miré, 14 salariés. En 3 jours, elle est intervenue une centaine de fois et toujours pour des dégâts importants. Ça a été le quotidien lundi, ça. C'est ça exactement. Donc on a eu à peu près lundi matin, on a eu une cinquantaine d'appels. On était débordés quoi. Et puis et ça n'arrête pas depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Toutes nos équipes sont au service des intempéries. Quand on va dans une rue, on fait presque quasiment toute la rue, quoi. Puisque tout est saccagé.
Conséquence, des interventions classiques ont dû être reportées pour gérer les demandes urgentes. Les salariés, eux, ont fait des heures supplémentaires. Du coup, cette entreprise gère correctement la crise. Là, jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Nos fournisseurs peuvent assurer, donc c'est bon. Grosso modo, le plus gros du travail, ce sera à partir de la semaine prochaine et pour les 15 prochains jours, le temps de pouvoir chiffrer la globalité des dommages, des travaux. Car les vrais travaux de réparation ne débuteront qu'une fois rendue la décision des assurances. Le répit du côté des entreprises de couverture n'est donc pas pour tout de suite, bien au contraire. À Loches, le baptême d'une rose particulière, la rose Agnès Sorel, celle qui fut, vous le savez, la favorite du roi de France, Charles VI. Aujourd'hui, c'est une rose qui porte son nom. Les descendants d'Agnès Sorel se sont donc rassemblés pour ce baptême chic et spécial. Agnès Michaud. Un château, des princes et une princesse. Loches avait ce week-end des airs de conte de fées. Il faut dire que l'histoire d'Agnès Sorel s'y prête, puisqu'elle passe de modeste servante à favorite de Charles VII, qui fait d'elle la première maîtresse officielle d'un roi de France en reconnaissant leurs 4 enfants. Une histoire intimement liée à la ville de Loches. La rose Agnès Sorel, je dirais, aujourd'hui rentre dans l'actualité de Loches, car il y a quelques années, comme vous savez, on a ressorti les ossements d'Agnès Sorel et on a remis tout ça en place en faisant des études pour savoir de quoi elle était morte, en faisant des études avec son crâne pour essayer de recréer sa face. Et c'était une très belle femme, donc il fallait une très belle rose. Une très belle rose, fruit de près de 10 ans de travail. Déjà la couleur convenait bien, hein, le blanc était parfait. Et puis effectivement cette rose pas trop sophistiquée en fait. Elle est surtout intéressante pour son parfum épicé. Et puis ses origines en fait, dans ses origines on retrouve un rosier botanique donc très ancien qui a conféré cette résistance aux maladies. Et puis mélangé avec une autre rose ancienne. Et si cela peut paraître un peu incongru qu'une rose ait pour parrain et marraine des Altesses royales, pour eux il n'en est rien. Et cette filiation fait encore sens aujourd'hui sous la Ve République. C'est un plus parce que c'est l'habitude, on descend dans notre famille, on descend. Agnès Sorel n'a pas été directement, elle n'a pas du sang royal, vous voyez. Donc c'est une belle histoire. Très belle histoire, c'est une histoire d'amour, madame. Encore quelques photos. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un prince ou une princesse. Les Lochois pourront ensuite s'offrir le plus royal des rosiers en souvenir de cette journée. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Patrick Poirier, pour parler du nouveau consulat maltais à Tours. A tout de suite.